Regardons ce que les présidents de la FEC et de la FEUC ont comme initiative. On sait que de leur côté, ils ont demandé au gouvernement de retirer la loi 78 et de reprendre les négociations. On sait que les fédérations étudiantes ont déjà fait connaître leur intention de contester la loi devant les tribunaux. Alors, c'est justement cet angle qui nous intéresse maintenant. On fait le point sur la situation avec maître Frédéric Bérard, qui est professeur de droit constitutionnel à l'Université de Montréal. Monsieur Bérard, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous croyez, vous, que le retrait de la loi 78 et la reprise des négociations, c'est encore possible à ce moment-ci? Ben, la reprise des négociations, oui, je l'espère. Le retrait de la loi 78, j'en serais très surpris. Ce serait nécessairement un aveu assez fort de la part du gouvernement Charest, donc je ne compterais pas trop là-dessus. Même s'il s'agirait probablement d'une décision sage. Oui. Alors, il est fort à parier que on va aller de l'avant donc du côté des étudiants. Ils vont contester la loi devant les tribunaux. Quels vont être leurs principaux arguments? Là, sur quoi est-ce qu'ils vont s'appuyer, à votre avis? Ben, en fait, il y en a plusieurs. Cette loi-là est une loi qui est problématique en ce qui a trait à la liberté d'expression, en ce qui a trait à la liberté de réunion pacifique, en ce qui a trait à la séparation des pouvoirs aussi. On prévoit notamment à l'article 9 que le cabinet peut modifier des lois qu'il considérera encombrantes, si on peut dire, en rapport à la loi 78. Donc, nécessairement, un gouvernement ne peut pas modifier une loi à moins de passer par l'Assemblée nationale. C'est un principe élémentaire. Cette loi-là, nécessairement, a été écrite soit un peu à l'improviste, ou soit par des amateurs, ou soit les deux. Ne serait-ce qu'à ce niveau-là. En ce qui a trait à la liberté d'expression et la liberté de réunion pacifique, c'est un peu différent. La loi prévoit notamment une certaine forme de criminalisation des manifestations spontanées. Le ministre Dutil invite les gens à contester sur cette base-là. Je crois qu'il risque d'être un peu surpris du résultat, parce qu'il me semble assez évident qu'on limite ici la liberté d'expression de manière totale et complète, surtout que, n'oublions pas que n'importe qui assiste à cette même manifestation-là, s'il ne prend pas les moyens appropriés pour faire respecter l'itinéraire qui aurait été remis aux policiers, bien, cette même personne-là, c'est-à-dire le simple participant, pourra être assujetti aux amendes prévues par la loi. Ouais. Donc, non seulement l'objet de la loi est peut-être quelque peu douteux à certains niveaux, mais ses effets sont nécessairement massus en rapport aux objectifs visés. Et qu'est-ce que vous pensez des exemples que donnait le ministre Dutil un peu plus tôt pour dire que oui, aviser à l'avance, c'est correct, c'est normal, ça se fait, ça se pratique ailleurs. Il donnait les exemples de Londres, Genève, Toronto, New York, Los Angeles, où les gens devaient demander, soit aviser ou demander un permis plusieurs jours à l'avance? Ben, en fait, premièrement, ces régimes constitutionnels sont différents des nôtres à plusieurs égards. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, je crois pas que c'est le 8 heures de préavis qui pose le plus de problèmes ici. C'est plutôt les effets afférents à cette même disposition-là. Pensez-y, le simple manifestant pourra être tenu responsable. Si on ajoute dans la même voie, à l'article 13, on prévoit que nul ne peut, par un acte ou une omission, entraver le droit d'un étudiant de recevoir l'enseignement dispensé. Qu'est-ce qu'une omission? Ouais. Personne ne le sait, sauf erreur. Ouais. Et donc, la création d'un crime par omission, là, aux dernières nouvelles, en droit constitutionnel canadien, est très lourde de conséquences. Ça, c'est la première chose. La deuxième, la ministre Courchaine a elle-même admis que les policiers pourront fouiller les comptes Twitter des individus pour savoir qui aura organisé la manifestation spontanée. Ouais. Ça ressemble à une déclaration d'un ministre de la Corée du Nord, là. Je pense du contraire. Et je suis pas certain, ou à 1984 de George Orwell, et je ne suis pas certain que ce type de comportement-là, policier, qui soit nécessairement arbitraire et très intrusif, sera reconnu par les tribunaux. Ouais. Alors, Madame Courchaine évoquait le travail des policiers. Un peu plus tôt, ma collègue, il y a quelques minutes, Julie Dufresne, rapportait les propos du ministre Dutil, justement en rapport avec les photos qu'on affichait sur Twitter, sur Internet, là, en disant ils n'ont pas le droit, donc en laissant encore une fois les policiers juger de ce qu'il y aura à faire. Est-ce qu'on en demande pas trop aux policiers? Est-ce qu'on en met pas trop sur leurs épaules? Ben écoutez, c'est rare, je vais dire ça, mais j'ai quand même une assez grande sympathie actuellement pour les policiers. J'ai des amis policiers en fait, qui m'ont écrit ce matin en disant tu fais bien de dénoncer cette loi-là. Évidemment, on le dira pas, mais on n'en voulait pas, là. On sait pas trop comment la gérer. Et là, vous voyez, pendant que je vous parle devant au centre-ville de Montréal, il doit y avoir, je sais pas, plusieurs milliers de manifestants minimalement. Alors, deux choses l'une, soit qu'on
soit qu'on permette à ces gens-là de contrevenir à la loi, ce qu'ils font, là, visiblement, première des choses, soit que les prisons montréalaises vont être bien remplies ce soir, là. Ouais. Alors justement, si la classe encourage à désobéir à cette loi, on sait qu'il y a des amendes sévères qui sont prévues pour ceux qui ne se conforment pas, et aussi pour les associations étudiantes, vous l'avez évoqué. Bon, advenant que le tribunal déclare que cette loi va à l'encontre de la Charte des droits et libertés, qu'elle brime les droits fondamentaux, est-ce que vous pensez que ceux qui auront écopé justement en vertu des mesures comprises là, dans la loi seront blanchis? Ben, en fait, la façon que ça fonctionne, et puis du moins j'ose croire que c'est ce qu'ils feront, si ces gens-là sont accusés d'avoir contrevenu à la loi, moi, du moins, la première chose que je ferais à leur place, c'est d'invoquer l'aspect inconstitutionnel de la loi en question. Donc, invoquer l'inconstitutionnalité en défense, comme on dit. Ce qui fait que le tribunal aura à considérer cette question-là, c'est-à-dire à savoir si la loi est constitutionnelle ou pas, et s'il arrive à la conclusion qu'elle n'est pas constitutionnelle sur à certains niveaux, du moins, à ce moment-là, la personne sera tout simplement acquittée, et ce qui sera beaucoup plus simple. Et par la force des choses, la loi sera quand même considérée invalide par les tribunaux. Ce qui est quand même particulier dans ce cas-ci, c'est qu'on a ici une loi qui va expirer le 1er juillet 2013. Oui. Bon, alors, est-ce que c'est possible d'avoir une décision avant cette date? C'est quand même rapide, un an, là. Oui, en fait, j'ose croire que oui. Là, il y a un recours en nullité qui a déjà été intenté par la FEC. Et j'ose croire que ce sera entendu d'urgence, parce qu'évidemment, de toute évidence, si la décision est rendue au suite du 1er juillet 2013, disons qu'elle sera nécessairement caduque, là. Donc, oui, moi, j'ai bon espoir que ce soit rendu cet automne, par exemple. Oui. Alors, donc, on voit une mobilisation contre une loi spéciale édictée par un gouvernement. Le ministre Dutil qui disait, jusqu'à nouvel ordre, c'est la meilleure loi. Si on peut nous prouver le contraire, tant mieux. Alors, dans un sens, si un jugement pouvait venir contrecarrer cette loi, ça peut-être donnerait une chance au gouvernement de s'en tirer, de revenir sur sa décision sans trop perdre la face. En fait, dépendamment de l'interprétation, mais moi j'ai plutôt l'impression que si la Cour supérieure en venait à invalider cette loi-là, ce serait un échec assez important pour le gouvernement Charest. Et je vous dirais que franchement, c'est ce qu'on peut souhaiter comme citoyen qui a à cœur la primauté du droit. Là. Je comprends que les gens en ont marre des manifestations, certains étudiants veulent reprendre les cours, ça c'est tout à fait noble, c'est tout à fait légitime. Je suis pour aussi le respect des injonctions tenues, sauf que la loi actuelle va beaucoup trop loin. C'est une loi massue qui va, au-delà des objectifs visés. Et je ne crois pas qu'une majorité, du moins je ne souhaite pas qu'une majorité de Québécois soit en accord avec le fait de permettre aux policiers de fouiller des comptes Twitter, de créer des crimes par omission et de permettre au gouvernement de modifier une loi sans passer par l'Assemblée nationale. Ouais. C'est ça la loi 78. Mais en conclusion, vous venez de le dire, ça va bien au-delà de ce qu'on voulait au départ. Au départ, on veut rétablir la paix sociale, ce contre quoi on ne peut pas s'opposer à ça, là. Si c'était le cas, si le gouvernement Charest souhaitait réellement rétablir la paix sociale avec cette loi-là, franchement, il s'est trompé sur toute la ligne, là. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'on constate encore aujourd'hui. Du moins pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, c'est ça. Je vous remercie beaucoup, M. Bérard. C'est un plaisir. Au revoir. Mais au revoir. Maître Frédéric Bérard, donc, est professeur de droit constitutionnel à l'Université de Montréal.